Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la parole. Voilà, Bala Goldman, c'est fini. Non, c'est pas fini. Non. Il changeait la vie. Et il fait beau, François. Et auteur, s'il vous plaît, et auteur du livre Libre propos d'un inclassable, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio LCI, et Claude Butin, auteur du livre Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Dans 6 mois, on connaîtra les finalistes de la présidentielle. Ce sera pour un premier quinquennat ou un second quinquennat selon si Emmanuel Macron était réélu 15 jours plus tard. Mais même si on ne connaît pas tous les candidats, on en connaît un certain nombre qui s'expriment tous les jours dans les médias et qui dévoilent petit à petit l'ébauche de leur programme. D'où notre premier grand débat. À 6 mois de la présidentielle, les débats sont-ils à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, pour le moment, vous êtes seulement 14,6% à dire oui, ce qui fait bien peu. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Jean-Philippe Moinet, politologue et fondateur de la Revue Civique. Bonsoir Philippe. Est-ce que pour vous, qui êtes politologue, les débats qu'on a en ce moment sont à la hauteur de vos attentes, comme c'est la question du premier grand débat de Sud Radio ? Alors, mes attentes ont peu d'importance personnellement, mais je pense qu'il y a quand même un décalage qui est assez important, substantiel, entre les attentes des Français, d'ailleurs, qui s'éloignent d'élection en élection du vote lui-même. Souvenons-nous, en juin, 70% d'abstention, quand même c'est vrai, historique. Au régional. Et donc, l'offre politique, que ce soit en termes de sujet, de personnalité, de thème ou de posture, n'a pas correspondu à ce moment-là, en tout cas à la demande. C'est le sujet des attentes. Alors, il y a des tendances lourdes, c'est celle qu'on voit d'ailleurs germer sur les réseaux sociaux. La tendance lourde des 10 dernières années, on voit qu'il y a une tendance aussi à l'hystérisation du débat public, à la prime à la radicalité, voire quand je dis l'hystérie, parfois idéologiquement organisée. Confère d'ailleurs un très beau documentaire diffusé la semaine dernière par la chaîne Arte sur les nouveaux manipulateurs. Oui, j'ai trouvé avec excellent. 4 pays pilotes, États-Unis, Brésil, Italie notamment, où on voit les forces nationales populistes, notamment, mais pas seulement, mais notamment tendance xénophobe, organiser l'hystérie sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention, polariser et avec un calcul marketing électoral très établi, qui a pu marcher dans certains pays. Peut-être pas la France. Non, ils se neutralisent. En Italie, ils se sont neutralisés. Après, ils se sont neutralisés. C'est la fin de la stratégie de Beppe Grillo. Oui, ceci dit, on a vu quand même ces phénomènes perdurer, notamment sur les réseaux sociaux, avec des usines à trolls très bien organisées, parfois en dehors de notre pays et de notre Europe. Mais c'est un vrai sujet. On pourra approfondir l'offre actuelle qui correspond moyennement aux demandes. Philippe Bilger, dont les propos dépassent toujours la hauteur de nos attentes. Non, pas du tout. Mais n'importe quoi. Mais t'as fini de faire la lèche comme ça, mais c'est dingue. Avec Jean-Philippe, j'ose dire que je trouve cette campagne passionnante. J'ajoute qu'elle n'a pas véritablement commencé, puisque l'interrogation est un peu précoce. Et pourquoi est-ce que je trouve cette campagne passionnante ? C'est sans doute à cause de mes limites en tant que citoyen. Je veux dire par là que je suis beaucoup plus passionné par la psychologie et l'effervescence des dialogues et des pluralités que par peut-être la finesse des idées qui ne viendront peut-être que plus tard. J'ajoute qu'il n'y a pas une campagne où on ne s'est pas plaint de la médiocrité du débat intellectuel. J'ai rarement entendu une campagne où on a dit, les citoyens en tout cas, on est totalement satisfait par ce qu'on offre. 2007. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le record, parce qu'il y a 3 fous en liberté. Ségolène, Sarkozy et Bayrou. Mais parce que là, on a une campagne exceptionnelle de Sarkozy en 2007. Et de Ségolène et de Bayrou aussi. Oui, Jean-Philippe Moinet. Très puissant. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à Philippe Bilger après Françoise Degois ? J'avais quasiment terminé. Ah bon, vous n'avez pas fini ? Juste un point sur ce mot, vous employez campagne, pré-campagne, puisque la vraie campagne commencera en janvier-février, mais actuellement campagne passionnante. Prenons au mot ce mot passionnante. Il y a des passions tristes et il y a des passions positives. On est dans une phase de passion triste, voire de passion noire, quand il s'agit de propulser un personnage dont on connaît le talent de polémiste sur des chaînes info, une chaîne info continue, donc c'est son talent, on le connaît, moi je le connais depuis 25 ans. Il était dans un journal, il était déjà
assez petit idéologiquement, je veux dire, et rabougri idéologiquement aussi. Quand il était au Quotidien de Paris, j'étais au Figaro. Mais on voit qu'il y a la prime, et ça rejoint ce que je disais sur une forme d'hystérisation du débat public, où la prime à la passion, qui peut être positive, parce qu'il faut être passionné en politique, il faut être engagé, dans tous les courants de pensée, sont des gens passionnés généralement. Mais attention, parce qu'il y a, je le répète, des passions tristes qui peuvent emmener des pays, en tout cas une partie d'un pays, autour de polarisation qui me semble problématique quant à l'élévation du débat d'idées et puis à la projection vers l'avenir, parce que c'est l'avenir dont on parle, et pas du passé du maréchal Pétain. Françoise Degois. Moi, je pense que je vais être encore plus pragmatique que Jean-Philippe, où je crois que toutes les campagnes se finissent toujours de la même manière. Elles sont poussées volontairement par la droite, par l'extrême droite, vers la question de l'immigration, dont on sait que c'est peut-être une question existentielle, l'identité, mais en réalité, elle ne correspond pas. Elle arrive très loin dans les baromètres des préoccupations des gens, de la préoccupation des gens. La préoccupation des gens, c'est la vie chère, c'est l'écologie, ce qui paraît peut-être très loin de nos petits cercles parisiano-parisiens, puisqu'à partir d'achat. Oui, c'est la vie chère, etc. Vous savez, il est de bon ton maintenant médiatiquement de dire l'écologie, c'est les bobos, les vélos, etc. Anne Hidalgo, tout ce qui finit en eau, mais c'est pas du tout ça. Non, mais je veux dire par là que les campagnes commencent toujours sur l'immigration, elles se terminent toujours sur le social. Sarkozy y gagne avec travailler plus pour gagner plus. Chirac y gagne avec la fracture sociale. En 2017, Macron gagne parce que Fillon est éliminé à cause des costumes. Mais je veux dire par là que je crois pas moi que le débat soit loin des ententes. Je pense qu'il est à côté. Je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Je pense que l'immigration est quelque chose qui passionne, encore une fois, notre petit milieu journalistique, qui passionne 10 à 15% de gens, mais j'appelle ça, moi, un marché de niche. Et moi, je fais partie des gens qui sont absolument pas effrayés par la montée de Éric Zemmour, qui disparaîtra comme il est arrivé, c'est-à-dire d'ailleurs, ça commence déjà à décélérer. Et voilà. Et puis, je pense qu'il fera exactement ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire l'extrême droite se neutralise mutuellement. Oui. Vous avez maintenant Salvini et Giorgia Meloni qui se neutralisent dans les élections. C'est ce qui est en train de se passer entre Le Pen et Zemmour. Jean-Philippe Moinet, ensuite Claude Butin, et après on partira au 0826 300 300. Un point pour rejoindre François sur ce sujet des attentes hiérarchisées des thèmes. Un baromètre d'une semaine via Boyce pour les Échos de mémoire. En tout cas d'une semaine, mettait en 7e position seulement le sujet de l'immigration. S'en foutent, ça passionne les médias, pas les gens. Dans les 4-5 premiers sujets, il y avait le pouvoir d'achat, l'environnement, l'éducation, dont on parle peu dans cette pré-campagne. Ce sera notre grand débat à 18h30. Oui, mais c'est vrai que dans la par campagne, le biais d'une agression, c'est pas pareil. La sécurité, qui est évoquée en 4e ou 5e, mais qui est disjoint et à disjoindre du sujet de l'immigration. D'autres sujets encore, et en 7e, baromètre sur un panel très représentatif, 7e position, l'immigration. Donc il y a des forces qui, par calcul électoral, il ne faut pas être naïf, cherche à polariser autour de ça. La fragmentation de l'extrême droite se fait autour de ce sujet. On va voir comment ces deux candidats d'extrême droite ou de droite extrême vont en sortir l'un ou l'autre, ou l'un contre l'autre. On verra bien. Mais en tout cas, je pense que, pour finir là-dessus, la cristallisation de l'opinion publique ne se fera que tardivement. En février, comme d'habitude. De plus en plus tardivement sur l'enjeu présidentiel, l'avenir. Claude Butin. Oui, moi je trouve... Bien dans le micro. Oui, moi je trouve tout ça très tristounet. J'ai pas encore assisté à un vrai débat. Pour moi, le débat, c'est la contradiction. Actuellement, on entend des gens qui parlent dans leur coin, qui font des meetings à droite, à gauche, et puis des journalistes au milieu qui essayent d'analyser. Mais je veux dire, le débat, c'est un face-à-face. C'est l'acceptation de la contradiction. Et ce que je crains quand on va rentrer dans le dur de la campagne, c'est que malheureusement, la contradiction, il y en a qui supportent plus ou moins, et c'est ressenti comme une agression. Alors que nous, enfin, je parle pour les magistrats, on sait ce que c'est qu'un débat judiciaire. Chacun parle à son tour. Oui, c'est vrai. On a une prise de parole. La parole est à la défense en dernier. C'est réglementé. Les débats auxquels on assiste, il y a eu un débat récemment, là, les gens sont minutés dans des trucs machin. Ils peuvent pas développer. Et puis alors, c'est de l'agressivité tout de suite. Il suffit qu'on exprime un désaccord pour qu'on rentre dans des délires. Et c'est ce que je crains. Pour le moment, pour moi, rien, la campagne n'a
n'a pas commencé, j'attends de voir. D'autant plus, dernière parenthèse, c'est que faut pas confondre la conjoncture actuelle et la tendance lourde ou moyenne de la future campagne. À savoir qu'aujourd'hui, il y a une parenthèse dans laquelle s'est engouffré ce candidat présumé polémiste assuré, parce qu'il y a 3 absents en tout cas dans l'offre de candidature. Le camp LR-ex-LR. Ça patauge sur la désignation, donc est-ce qu'ils vont encore attendre? Mais en tout cas, il n'y a pas de candidat, donc il y a difficilement émission d'une offre cohérente, collective et éventuellement attractive. Le candidat actuel, président, sera-t-il candidat? Assurément, à 95% oui, mais il n'est pas dans l'arène politique. Il fait campagne depuis plusieurs semaines. Il peut faire comme Mitterrand en 88, attendre la dernière minute pour se déclarer. Voilà, on verra. Oui, mais là, on avait encore des débats, Mitterrand, Chirac, de cette absence, sur un point, pour finir, de cette absence et de cette lacune dans le paysage politique, s'engouffre un candidat qui fait le show, comme il le faisait sur une chaîne... Juste un mot, en une seconde, sur Jean-Philippe, pardon. Là, ça fait déjà 5 secondes. Ouais. Emmanuel Macron candidat, pas sûr à 100%. Pas sûr du tout à 100%. On ne sait pas si Emmanuel Macron, on ne sait pas si son entourage, on ne sait pas si son épouse, par exemple, veut qu'il fasse un deuxième mandat. On ne sait pas. Il a une grande liberté. On ne sait pas, il a une grande liberté. On ne sait pas s'il est pas rincé. On ne sait pas s'il ne considère pas qu'il a été assez mal payé pour tous les efforts qu'il a le sentiment d'avoir fait. Vous savez, c'est 5%, mais ça peut être aussi un tremblement de terre. Ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir, Safia. Je crois pas, mais bon. Bonsoir Philippe David et bonsoir à toutes les vraies voix. Salut. Alors justement pour vous, Safia, tiens, je vais vous poser une question avant de vous vouliez réagir en pensant que la classe politique est inaudible. Pour vous, Emmanuel Macron, il va se représenter ou pas? Alors déjà, effectivement, il faut vraiment se positionner sur le fait et le réel. On a des politologues tels que vous avez sur le plateau ce soir. Jean-Philippe Moinet. On a une situation obsolète par rapport, comme disait Françoise, à un microcosme parisien qui voudra agiter le buzz des débats, on va dire, stériles. On a franchement, le petit Zemmour, il est plus rigolo qu'autre chose. Et puis il a son quart d'heure de... C'est votre point de vue? Oui, mais après, collectivement, je pense que l'individu sait à quoi il s'engage à être dans un fonctionnement où est-ce qu'on est dans une société où est-ce qu'il y a tout à éclater et qui s'amuse à vouloir jouer encore à pulvériser cette société qui va très mal. Je ne pense pas que ce soit si intéressant que ça. C'est ça mon point de vue. Il engage comme moi, effectivement. Donc on revient au débat. Alors le débat démocratique est engagé toujours dans des sphères médiatico-politiques. Et donc par rapport à si Macron a envie de se relancer, effectivement, on a le bras armé de Brigitte et c'est elle qui, à mon sens, tranchera. Et donc, par rapport à ce qui est engagé sur le plateau, j'estime en tant que petite citoyenne que le camp des abstentionnistes a pas encore révélé sa véritable colère et violence par rapport on a l'impression... Comme à son habitude, on a toujours les mêmes phénomènes et les mêmes numéros. On n'est plus dans les années 80. Oui, ça a changé, c'est clair. Non, alors, attendez, oui, mais justement, on va faire réagir. C'est intéressant sur l'abstentionnisme. C'est là-dessus que je voulais rebondir. Juste, oui, je voudrais... juste pour répondre à Jean-Philippe Moinet et peut-être à Françoise aussi, je trouve que elle est passionnante aussi parce que du côté de la droite, elle ouvre des perspectives peut-être tristes ou joyeuses, je n'en sais rien. J'ai senti une légère condescendance à l'égard de Zemmour. On n'est pas obligé de voter pour lui et considérer qu'il est un personnage important aujourd'hui dans le débat politique, et notamment parce qu'il oblige la droite à se questionner elle-même. Lui se dit de droite. Jean-René Camus, qui est le grand spécialiste de l'extrême droite, vient dire Zemmour n'est pas d'extrême droite, il est de Jean-Yves, pardon. Jean-René, oui, c'est pas le même. Non, mais ça discute son point de vue. Il vient dire, il est dans de le micro. Droite, il est de droite. Oui, donc, je crois que quand on promeut Philippe Pétain, en tout cas le régime de Vichy, soi-disant protecteur entre guillemets des Juifs, alors qu'on sait. Quand on est soutenu, quand on est soutenu par Jean-Marie Le Pen officiellement, est-ce qu'on est d'extrême droite? Il y a une chose, mais c'est intéressant ce que dit notre auditrice, parce que je voulais poser une question sur les abstentionnistes. Est-ce que c'est pas eux, parce que c'est quand même assez serré, qui vont faire la décision. Et alors, je termine pour être très bref.
il n'y aura pas à la présidentielle, qui est l'élection qui attire le plus les gens aux urnes, le même taux d'abstention qu'aux régionales ou aux européennes. Bah, tu vois, on n'en sait rien. On n'en sait rien, Là, mais j'en c'est doute. vrai qu'il y a un phénomène qui différencie, disons, cette élection de celle des années 80, 90, 2000. C'est effectivement ce qu'on appelle, la volatilité électorale. C'est-à-dire que les déterminants du vote, tous les politologues sont d'accord là-dessus, sont beaucoup moins fixes et assurés que dans le passé en fonction des catégories sociales ou des préférences familiales. Maintenant, tout ça a explosé, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va déterminer une partie de l'électorat en termes de détermination du vote. Deuxièmement, au-delà de la volatilité électorale qui est devenue maximale, il y a une sorte d'anémie politique et civique, qui est d'ailleurs déplorable, ce qui fait que la projection dans la vie publique est beaucoup moindre, notamment des plus jeunes générations, qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a en gros encore maintenant 50% des Français qui disent on verra, mais je ne suis pas sûr de participer. Ils vont participer à mon avis. Mais il y a quand même la moitié de l'électorat, donc des millions de personnes qui sont loin de la scène politique. Et donc qu'est-ce qu'il faut en traduire avec beaucoup de précautions, Philippe, sur le sujet des sondages. Les sondages s'appuient sur des intentions de vote, mais ça ne concerne que la moitié des électeurs qui sont sûrs d'aller voter en 2022 aujourd'hui. Donc la moitié ne s'exprime pas vraiment, ou s'ils s'expriment de manière très superficielle. C'est pour ça que les instituts de sondage ont été très précis et nous ne le faisons pas, et j'exige moi maintenant de le faire. Harris Interactive, quand il a sorti le seul sondage où Zemmour est au second tour, a demandé expressément que les médias reprennent la marge d'erreur. Vous la connaissez, la marge d'erreur? Elle est de 2,5 à 4,5%. Harris Interactive la mesure à 4,5% de marge d'erreur. Donc il est impossible de faire des analyses sur des marges d'erreur pareilles, avec la moitié d'un panel, c'est-à-dire sur 900 personnes, 450 qui vont pas voter. Verdict sur Twitter. À 6 mois de la présidentielle, les débats sont-ils à la hauteur de vos attentes? Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le cas, puisque vous êtes 16,9% seulement à dire oui. Merci Jean-Philippe Moinet, politologue, fondateur de la Revue Civique. Ça vous dirait la chronique présidentielle d'Alexandre Priam? Ma bien sûr. Eh bien, c'est tout de suite. On l'écoute. Sud Radio.